Ok, rebonjour à tous. Donc 5 minutes se sont déroulées et vous avez fait votre petite pause. Il est 14 heures, n'est-ce pas, à peu près, et un petit peu plus peut-être. Et nous avons donc jusqu'à 15 heures pour terminer cette séance et par là même terminer ce chapitre. Donc, on était à la croisée des chemins entre le constat et l'explication. On a constaté, mesuré et constaté l'homogamie sociale dans la société française en 2011 à travers un petit document et un petit travail statistique. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va chercher à expliquer cette homogamie sociale. Alors, il y a tout un tas d'éléments d'explication possibles. Moi, j'ai retenu deux axes de réflexion, hein. C'est juste pour apporter des éléments d'explication à ce phénomène qui, euh, a priori, est surprenant. Enfin, quand je dis surprenant, c'est d'un point de vue du fait que l'on vit dans une société libre et que malgré tout, il y a cette espèce de phénomène social qui est mis en œuvre, dans lequel en fait on peut dire que Cendrillon n'épouse pas réellement son prince charmant. Voilà. Alors la question c'est de savoir pourquoi statistiquement Cendrillon n'épouse pas son prince charmant. Voilà. Donc je partage mon écran et je reviens sur les documents. Donc voilà, c'est bon, écran partagé. Voilà, nous en étions au document 2, donc qui est très court, mais qui n'est pas si simple que ça. Le document 3 est plus long, mais plus simple. Donc, parce que le premier est un texte d'auteur, alors que le deuxième est plutôt un texte monographique, enfin un texte factuel, quoi, qui apporte des informations factuelles. Donc, il est plus simple à comprendre. Alors, je vais, comme il est court, lire le texte et faire le point sur le vocabulaire et éventuellement et ensuite continuer en répondant aux questions, c'est-à-dire reformuler la thèse du texte et illustrer des goûts, ce qu'on appelle des goûts structurés socialement. On va voir ce que ça signifie. Voilà. Alors, je lis. Vous lisez avec moi. On n'a de goût l'un pour l'autre que si on a les mêmes goûts. Le système des goûts, vécu sur le mode du choix individuel totalement libre, entre parenthèses des goûts et des couleurs, ça fait référence à l'expression les goûts et les couleurs sont personnels, mais en fait fortement structuré socialement, va permettre au conjoint de se reconnaître sur le mode apparent de l'affinité élective, reconstituant ainsi à chaque génération un espace de liaison matrimoniale socialement structuré. Alain Desrosières, marché matrimonial et structure des classes sociales, en 78. Bien. Qu'est-ce qui est dit ici? Qu'est-ce que ça veut dire affinité élective déjà? Bon, on va faire un petit point sur le vocabulaire. D'accord? Affinité élective. Donc je vais marquer ici. Voilà. Alors, il faut regarder de quoi sont composées ces expressions, de quoi est composée cette expression. Donc, affinité est composée, fait référence à avoir des affinités avec quelqu'un, c'est-à-dire avoir des atomes crochus, avoir une bonne entente avec quelqu'un. Ah, je m'entends bien avec cette personne. Et élective, choisie. D'accord? Donc, élection, choisir. Hein. Donc, choisir en fonction de ses goûts, hein, ce que l'on aime. De ses goûts, voilà, ce que l'on aime. Voilà ce qu'on appelle l'affinité élective. Et liaison matrimoniale, donc c'est union conjugale. Hein. Matrimoniale, ça fait référence au mariage. Union matrimoniale, donc liaison conjugale, se mettre en couple. Et enfin, alors structuré socialement, il me semble qu'il y a, voilà, et en fait fortement structuré socialement. Donc ça veut dire quoi? On pourrait dire situé socialement, structuré socialement. Voilà. Donc on pourrait dire socialement situé, socialement construit. Alors quand on dit par exemple, je vais essayer de vous donner un synonyme plus facile, quand on dit le système des goûts vécu sur le mode du choix individuel totalement libre, mais en fait fortement structuré socialement, ce qui veut dire structuré socialement, ça veut dire que en fait les goûts que l'on a sont les goûts que l'on a appris. D'accord? Structuré socialement, ça veut dire issu de l'apprentissage ici. Ok? Ici, issu
de l'apprentissage, de la, vous avez le mot socialisation. D'accord? Issu de l'apprentissage, issu de la socialisation. Bien. Voilà. Alors, quelle est la thèse du texte? La thèse du texte, c'est de partir de l'idée selon laquelle, a priori, on pourrait penser que les goûts de chacun sont totalement libres, et en fait, ils ne le sont pas. Les goûts des individus ne sont pas libres. Les goûts des individus sont liés à un phénomène que vous connaissez bien. Ce phénomène, c'est celui de la socialisation. Donc, on va commencer par formuler ça, d'accord? C'est la question 1. Les goûts des individus sont en grande partie, on pourrait même dire sont déterminés. J'ai eu un trou, je pense. Sont déterminés par le processus de socialisation. Ils sont construits socialement. Dans le texte, on dit ils sont structurés socialement. Alors, structurés par quoi? Par les structures. Et les structures, c'est quoi? C'est les instances de socialisation. D'accord? Les instances de socialisation, la famille, l'école, les médias, les pairs, etc., finalement, influencent l'individu, on le sait depuis, et influencent notamment les goûts des individus, c'est-à-dire ce que l'on aime. Si aujourd'hui, j'adore cette confiture de Mad, là, magnifique confiture de Mad, que j'ai ramenée du Sénégal, et ben si je l'aime, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai structuré ce goût-là. Alors là, c'est un goût alimentaire, c'est le goût vraiment au sens propre du terme. C'est que j'étais habitué très tôt à aimer le sucre, à aimer le goût acidulé. Bon, voilà, c'est ça, d'accord, je me suis habitué à ça. Mais les goûts ne s'arrêtent pas à ce que l'on goûte. Hein. Dans le goût, il y a marqué à ce que l'on goûte, c'est-à-dire ce qui touche la langue, donc tout ce qui est alimentaire essentiellement. Mais les goûts ne s'arrêtent pas à ça. Les goûts, c'est aussi ce que l'on aime. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on aime? C'est la musique que l'on aime, c'est les pratiques que l'on aime, c'est les matières, pourquoi pas les disciplines que l'on aime, ou alors les activités que l'on aime, etc. Et ça aussi, ces goûts-là sont issus de la socialisation. D'accord? Et la thèse du texte va un petit peu plus loin, c'est de dire que nos goûts sont situés socialement et on aime les gens qui aiment la même chose que ce que l'on aime. D'accord? On a des affinités. D'accord? Les individus ont des affinités. Alors, notamment amoureuses, pas seulement, hein, amicales aussi, hein, amicales aussi. Vous le savez bien, hein, vous partagez des choses avec les personnes que vous appréciez. Si vous les appréciez, c'est parce que vous partagez des choses. Voilà, vous avez les mêmes goûts, vous avez les mêmes valeurs, etc. Mais c'est aussi vrai dans le couple. Les individus ont des affinités avec les personnes qui ont les mêmes goûts. Et ce phénomène en sociologie, il porte un nom. C'est le phénomène d'homo, alors non pas philie, non pas gamie, pardon, parce qu'homogamie ça veut dire s'unir avec quelqu'un, mais là c'est s'unir avec quelqu'un qui a les mêmes goûts que nous, donc on parle d'homophilie. Voilà. Alors l'homophilie, si vous regardez la racine grecque, donc homo on retrouve homo, hein, même, et philie, philo, philos, l'amour. Donc le même amour, donc le même goût, d'accord, hein, lorsque l'on a le même amour de quelque chose, ben on s'unit, d'accord. Donc voilà, les individus ont des affinités, notamment amoureuses, avec les personnes qui ont les mêmes goûts qu'eux. Et donc on a on a une espèce de schéma parce qu'il faut essayer de faire le lien avec la socialisation. Le schéma c'est le suivant: la socialisation structure les goûts. Hein. Ok. Puis l'homophilie va unir des individus qui ont les mêmes goûts et cela va se traduire par l'homogamie. Voilà le schéma argumentatif et narratif de la chose. Donc, Jeannette et Patrick sont socialisés à aimer
le hockey aquatique. Je ne sais pas si vous connaissez le hockey aquatique, c'est du hockey sous l'eau, c'est un peu particulier, mais bon, ça arrive. Donc, ils sont socialisés à aimer le hockey aquatique. Ils ont donc le même goût pour le hockey aquatique. Ils s'unissent parce qu'ils aiment bien le hockey aquatique et en fait, ils sont homogames socialement parce que le hockey aquatique est situé socialement, d'accord? Situé socialement d'une certaine catégorie de population. Alors là, hockey aquatique, c'est difficile à savoir quelle classe sociale serait friand du hockey aquatique, mais si vous prenez des pratiques qui sont situées socialement, on l'a vu dans les séances précédentes, hein, comme par exemple le golf, voilà, on avait dit que le golf était plutôt pratiqué par les classes supérieures, comme le tennis. Ben, si Janine et Patrick sont amenés à aimer le tennis ou le golf, se rencontrent en faisant du golf, ben, ils vont bien s'entendre parce qu'ils ont un point commun, celui du golf, donc on a l'homophilie, d'accord? Et cette bonne entente va faciliter leur union, homogamie, d'accord? Donc, premier élément d'explication ici à l'homogamie, ben, l'homophilie. L'homophilie, mais attention, il ne faut pas s'arrêter à l'homophilie. Le premier élément d'explication, c'est l'homophilie, mais l'homophilie est structurée socialement par la socialisation. Les individus sont amenés à, à aimer telle ou telle activité, ce qui en fait les amène à pratiquer telle ou telle activité. D'accord. Voilà. Alors, à cela, on pourrait rajouter les lieux de rencontre. Alors, c'est assez connecté hein, parce que, donc, premier élément, lieu de rencontre, pardon. Premier élément d'explication, l'homophilie. Deuxième élément d'explication, les lieux de rencontre. C'est assez connecté à ce que je suis en train d'évoquer parce que, en fait, on a ce schéma-là. Les goûts, euh, non, je ne vais pas le dire comme ça. Les individus ayant en fait les mêmes goûts vont se réunir dans des mêmes lieux, d'accord? Et en se réunissant dans des mêmes lieux, ils vont potentiellement s'unir. Voilà. Alors, vous savez que le premier lieu de rencontre des couples, selon les dernières enquêtes, c'est le lieu de travail. Ouais, c'est au lieu de travail, sur le lieu de travail que l'on rencontre des partenaires. Or, sur le lieu de travail, on partage très souvent, pas toujours, hein, mais très souvent, on partage la même position sociale. D'accord? On a différents degrés hiérarchiques, mais en tout cas, on côtoie des collègues qui sont du même degré hiérarchique. D'accord? En tout cas, les goûts, les lieux de rencontre, donc on va dire comme ça, on va dire les goûts des individus les amènent à fréquenter des lieux de rencontre, des lieux, d'accord, qui sont aussi situés socialement. Qui sont aussi situés socialement. On a dit, hein, situés socialement, ça veut dire qu'ils sont définis socialement. Il y a certains lieux qui sont fréquentés par les classes supérieures, il y a d'autres lieux qui sont fréquentés par les classes populaires, et puis il y a des lieux qui sont plus mixtes, plus neutres socialement. D'accord. Si vous prenez par exemple à Dakar, vous pouvez dire que le Radisson est un lieu qui est situé socialement dans les classes pour les classes supérieures, parce qu'il est fréquenté essentiellement par les classes supérieures. Alors que le marché de Wakam, par exemple, je donne comme ça un exemple, est un lieu qui est davantage situé socialement dans les classes populaires, parce que fréquenté davantage par les classes populaires. Voilà, et puis après, il y a des lieux qui sont un peu neutres, d'accord, des événements qui peuvent être un petit peu plus neutres, un petit peu plus mixtes, d'accord. Par exemple, des plages publiques peuvent être un petit peu plus mixtes, d'accord. Mais même sur les plages publiques, il peut y avoir une répartition des individus selon leur milieu social. Et puis d'ailleurs, les classes supérieures fréquentent peu les plages publiques, hein. Les classes supérieures vont plutôt dans les plages privées. Voilà. Donc les goûts des individus les amènent à fréquenter des lieux qui sont situés socialement. Les rencontres ont lieu dans ces lieux, j'allais dire, hein, donc, ça va être un peu bizarre de le dire comme ça, mais les rencontres se déroulent, on va dire, se déroulent dans ces lieux, d'accord. Et donc on retrouve bien le schéma homophilie, j'ai les mêmes goûts, donc je fréquente les mêmes lieux, d'accord, homogamie. Okay. Sauf que si je fréquente ces lieux, c'est pas pour rien. Hein. Si je fréquente ces lieux, c'est parce que j'ai été socialisé à fréquenter ces lieux. D'accord. Donc,
on a toujours le rôle de la socialisation. Hein. Attention, rôle de la socialisation, toujours fondamental. On fréquente un lieu si on a été socialisé à le fréquenter. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien quand même insister et que dans votre réflexion, vous insistez sur le concept de socialisation, parce qu'en plus, c'est l'objectif du chapitre, donc c'est très important que vous insistiez sur ça. Voilà, voilà pour essayer d'expliciter un petit peu le texte. Je pense qu'on va pouvoir en rester là. Juste donner quelques exemples. C'est la question 2. Exemple de goût structuré socialement. Alors, structuré ou situé socialement. Hein. On a dit que c'était un petit peu la même chose. Alors, des pratiques sportives et culturelles. Par exemple, on a dit le golf et l'opéra pour les classes supérieures. Bon, mais si vous allez à l'opéra, vous faites un petit peu la sociologie de l'opéra. Vous allez avoir essentiellement des individus issus des classes moyennes et supérieures. D'accord. Et donc, du coup, si des individus se rencontrent à l'opéra, il y a une probabilité plus importante qu'ils soient issus de la même classe. Voilà, pour les classes supérieures. Et football et balles, bon, si tant est que les balles existent encore, hein, ça existe. Bon, les balles, vous savez, c'était des espèces de discothèques, de boîtes de nuit à ciel ouvert qui étaient organisées sur les places des villages en général avant. Bon, mais voilà, c'était un endroit qui était un endroit où se rencontraient plutôt les classes populaires. Football et balles pour les classes populaires. Voilà. Par exemple. Et puis, vous pouvez prendre d'autres exemples parce qu'il y en a tout un tas. Voilà. OK. Voilà pour la première partie de nos éléments d'explication. On a 2 éléments d'explication en un. Ce qui est important, c'est d'être capable de mobiliser ces réflexions-là. Donc, l'homophilie des goûts se traduit par l'homogamie. OK. Et l'homophilie des goûts, hyper important, est liée au processus de socialisation. Okay, c'est en ça que ça nous intéresse. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'étudier l'homogamie. Je n'aurais pas décidé d'étudier l'homogamie s'il n'y avait pas de lien avec la socialisation. En tout cas, pas dans ce chapitre-là. Okay. Alors, on va terminer par un dernier point. Les rencontres en ligne, des choix plus libres, point d'interrogation. Alors, l'objectif, c'est de se poser la question de savoir s'il y a plus, autant ou moins d'homogamie dans les rencontres en ligne. Vous savez que les rencontres en ligne sont un phénomène assez récent puisque la question du en ligne est assez récente. L'apparition d'Internet a favorisé le développement de sites de rencontres et d'applications de rencontres par la suite, d'accord, qui sont aujourd'hui vecteurs de nombreuses unions. Et donc, les sociologues se sont intéressés à cette question de savoir si est-ce que si on se rencontre, est-ce qu'en ligne, il y a davantage, autant ou moins d'homogamie que dans la vraie vie. Enfin, je dis dans la vraie vie que en ce qui concerne les rencontres réelles. D'accord. Donc, on va voir ce que nous dit le texte. Voilà. Des rencontres en ligne, des choix plus libres. Donc, ce que je vous propose, c'est de le lire. Alors, attendez, il faut que j'enlève ma tête. Voilà. Vous pouvez donc le lire. Donc, cliquez sur le bouton pause. Comme ça, vous avez le document qui est vidéo projeté. Il est un peu long, mais il n'est pas du tout compliqué. D'accord. C'est des extraits d'entretien. Donc, appuyez sur pause. Voilà. Ok, donc vous avez lu le texte. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots de vocabulaire qui posent problème dans ce texte. Nous avons 2 questions. Pourquoi pouvons-nous supposer que les rencontres en ligne peuvent réduire l'homogamie? Le texte confirme-t-il cette thèse? Alors, pourquoi est-ce que l'on peut imaginer que les rencontres en ligne diminuent les homogamies? Okay, donc on peut imaginer que les rencontres en ligne sont moins homogames.
Alors, ça veut dire quoi sont homogame? Ça veut dire que les individus sont issus de tout un tas de milieux sociaux différents. Et en fait, comme en ligne, initialement, on ne se voit pas, on n'a pas accès réellement à l'autre, mais on pourrait imaginer que c'est un lieu de rencontre qui est mixte socialement, hein, parce que tout le monde va sur Internet. Tout le monde a accès au, au site de rencontre en ligne, donc c'est a priori un lieu qui est mixte socialement. D'accord? Sont moins homogames. En effet, il s'agit d'un lieu qui apparaît mixte socialement. Toutes les classes sociales sont en ligne et ont accès au site de rencontre. Donc, a priori, on pourrait se dire, l'argument selon lequel on rencontre des individus parce qu'ils sont dans des lieux particuliers et que ces lieux particuliers sont situés socialement, on pourrait se dire, cet argument ne vaut pas parce que là, on est en ligne et que tout le monde a accès tout le monde a accès à ces lieux. D'accord? À ce lieu. Tout le monde a accès à la connexion. Bien, voilà. Malgré tout, est-ce que le texte semble confirmer cette thèse? Alors, si je regarde la structure narrative du texte, la structure argumentative du texte, dès le début, l'auteur, l'auteure, puisque c'est une femme, explique que euh, offline comme online, donc offline ça veut dire dans la vraie vie, online c'est en ligne, euh, les interactions verbales sont situées socialement. D'accord? Et son point de départ, ça va être d'analyser en fait l'homogamie, non pas l'homogamie à travers l'expression verbale, c'est-à-dire le langage, la manière de parler. Et les extraits d'entretien que vous avez là montrent que la manière de s'exprimer est située socialement. Par exemple, Élodie qui a 20 ans et qui est plutôt visiblement issue de catégories supérieures puisque sa mère est agrégée, son père est ingénieur, donc on est sur des PCS cadres. Et puis elle est étudiante en sciences politiques, donc l'objectif c'est de devenir également cadre. Elle a dit quoi? Dès le début, elle dit, moi s'il y a des fautes d'orthographe, c'est mort. En gros, déjà, si je vois des fautes, je zappe tout de suite. D'accord? Donc, ça veut dire que déjà dans sa sélection de profil, elle admet des individus qui, déjà au niveau de l'expression écrite, se rapprochent d'elle. Et c'est-à-dire des individus qui ont plutôt fait des études, qui sont diplômés ou en voie de l'être. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc, est-ce que le texte confirme cette thèse? La réponse est non. Donc le texte, alors le contraire de confirme, je ne sais pas si vous l'avez. Le contraire de confirme, c'est infirme. D'accord? Infirme. C'est le contraire de confirmer. Infirmer. Donc, say no. D'accord? Le texte dit non à cette thèse. Infirme cette thèse. Deux points. Même en ligne. L'homogamie est importante. Alors pourquoi? Premier élément d'explication, on vient de l'évoquer. Premier élément d'explication, les interactions verbales, donc les échanges verbaux. Les échanges verbaux permettent aux individus de se situer socialement et donc de se sélectionner. Parce que dans les sites de rencontre, on sélectionne. Hein. Choisir, c'est renoncer. D'accord? Donc ça, c'est les exemples de... on a dit Marie. Et est-ce qu'il n'y avait pas un autre exemple? C'est la pratique de la reportement. Quelqu'un qui fait des fautes, par exemple, c'est pas la peine. Donc Yannick, 31 ans, professeur agrégé. Mère Claire de notaire, père Claire de notaire. Et Elodie. Donc Yannick et Elodie, ils devraient se rencontrer. Il faudrait les mettre en relation. Yannick et Elodie. Non, et Marie, pardon. Si je ne me trompe pas.
Yannick et non, Elodie. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu en tête Marie. Yannick et Elodie. Voilà. Alors les deux refusent les fautes d'orthographe. Premier exemple. Enfin, premier élément d'explication pourquoi l'homogamie est toujours importante en ligne. Okay. Deuxième élément d'explication, si on va un petit peu plus loin dans le texte, donc là on parlait de l'orthographe, si on va au dernier paragraphe, il est passionné de Johnny Hallyday. Comme moi aussi j'aimais bien Johnny, c'était pas mon idole favorite mais j'aime bien Johnny et comme lui c'est franchement son idole, il était content de rencontrer quelqu'un qui pense un peu comme lui sur cette vedette-là. Parce que Johnny n'est pas apprécié de tout le monde. On n'avait pas beaucoup de discordance. Hein. Donc là, à quoi il est fait référence? Brigitte fait référence à, en fait, l'homogamie des goûts. Hein, donc l'homophilie des goûts, pardon. Donc l'homophilie des goûts qui explique qui illustre que même en ligne, les individus parviennent à mettre en évidence, leur goût. Et donc, homophilie, homogamie. Ah tiens, il aime bien les animaux comme moi, donc on a des points communs. Ah tiens, ce gars poste sur son profil des photos de chasse. Moi, je suis un fervent défenseur des animaux et j'exècre, je déteste les chasseurs. Donc forcément, cet élément fait que je ne vais pas me rapprocher de lui. D'accord. Voilà. Donc on peut aussi mettre en évidence les goûts à partir des profils en ligne. Voilà. Voilà ce que dit le texte. Si j'avais à rajouter un élément d'explication, je dirais que c'est pas indiqué dans le texte, mais il y a des enquêtes qui montrent que alors la rédaction des profils, pardon, la rédaction des profils est située socialement. Maintenant, je peux utiliser cette expression parce que vous savez ce que ça veut dire. Et située socialement. Par exemple, on montre que les classes populaires utilisent davantage les photos. Donc beaucoup de photos, peu de texte. Les photos utilisent davantage les photos que le texte. À l'inverse des classes supérieures. Et donc, si vous voyez, il y a une espèce de repérage un peu naturel comme ça, qui fait que si on voit quelqu'un utiliser plus les photos, et en plus, il y a plusieurs manières d'utiliser des photos. Hein. Vous savez, si on met des photos d'identité hyper sérieuses, en costume, dans son univers de travail, ou alors dans une pratique socialement qui est supérieure, enfin, socialement considérée comme étant supérieure, par exemple en tenue de tennis ou en train de chasser, de faire de la chasse à courre, par exemple, à cheval. Mais du coup, on va envoyer des signaux aux individus. Et puis, inversement, des photos d'identité dans notre contexte pourront donner d'autres signaux aux individus. Donc, la manière d'utiliser les photos aussi joue pas mal sur la situation sociale, la capacité à situer socialement un individu. D'accord. Et là, l'argument, c'est quand même de dire que les classes supérieures utilisent beaucoup le texte. On l'a vu avec l'argument 1, hein, c'est-à-dire sont assez éloquents, expliquent qui ils sont, l'expliquent dans un français assez châtié, assez soutenu, etc. Sans faute d'orthographe, sans faute de syntaxe, alors que, sans utiliser d'abréviation, etc. Alors que les classes populaires vont utiliser des textes très courts, des textes avec beaucoup d'abréviations type langage texto et beaucoup de photos. Voilà, donc du coup, les individus peuvent comme ça se situer. Alors, ils ne le font pas de manière forcément consciente, mais en tout cas, ils peuvent se situer socialement à travers la manière d'utiliser l'application ou le site de rencontre. Voilà. Voilà pour les différents éléments d'explication. Donc, conclusion de tout ça. Je ne sais plus écrire. Conclusion de la séance. Donc, on va conclure en parlant homogamie. L'homogamie est donc un phénomène présent dans nos sociétés contemporaines.
Ce phénomène contemporain ce phénomène est largement expliqué par le processus de socialisation qui structure les goûts des individus et donc leur future union. Voilà, c'est important d'arriver et de connecter l'homogamie à la socialisation et on a réussi à le faire maintenant. Voilà. Voilà, donc je vous propose de noter cette conclusion. Vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir la noter parce que je vais terminer cette présentation vidéo par les perspectives pour la semaine prochaine. OK? Donc mettez sur pause. Voilà, moi j'enregistre le document et je mets fin au partage. Voilà. OK. Donc, on arrive au terme de cette semaine de travail. Donc, si je fais un petit peu le bilan de tout ça, on a terminé la séance 4 sur les trajectoires improbables. On a terminé la séance 5 sur les liens entre socialisation et homogamie. Donc, le chapitre sur la socialisation est terminé. Vous avez eu aussi l'occasion de faire en salle informatique un petit travail sur le site Apprendre avec l'INSEE qui vous a permis de mieux comprendre ce qu'étaient les PCS, comment on pouvait les définir, comment ils étaient construits, comment elles étaient construites, parce que c'est des catégories, comment elles étaient construites, ces PCS, ces catégories. Donc, on va pouvoir passer à partir de la semaine prochaine au prochain chapitre qui porte sur un phénomène sociologique que l'on appelle la déviance et qui est assez lié à ce premier chapitre sur la socialisation, donc on va en parler. Alors, j'ai pas oublié que vous êtes censé avoir un devoir sur le chapitre 3 et sur le chapitre 4. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Ça va dépendre de ma possibilité de rentrer ou de ne pas rentrer ce week-end. Donc, je vais savoir ça demain normalement. Est-ce que je peux rentrer? Si je peux rentrer ce week-end et être là à partir de mardi, voilà ce qui va se passer. On va faire le bilan un petit peu de tout ça mardi et puis un travail sur la méthode mardi pour vous présenter l'épreuve sur laquelle vous allez passer. Donc, c'est l'épreuve de fin de première. Et puis, vous ferez le devoir vendredi prochain. D'accord? C'est un devoir qui dure 2 heures, je le rappelle, et qui sera surveillé. Qui sera surveillé par moi, donc si j'ai pu rentrer. Dans le cas où je ne pourrais pas rentrer, on va faire quand même le devoir vendredi prochain et la méthode mardi prochain, mais je ferai une méthode vidéo, comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, je vous présenterai l'épreuve et je vous donnerai un certain nombre d'activités pour que vous compreniez exactement sur quoi vous allez être évalué. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez noter sur votre agenda que vendredi prochain, vous allez avoir de 13h à 15h un devoir qui dure 2 heures. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de fin de première. Il me semble, si je ne me trompe pas, que j'avais mis sur votre Padlet, je vais aller vérifier immédiatement, que j'avais mis sur votre Padlet un petit texte ou une vidéo de présentation de l'épreuve. Je suis en train de vérifier. Donc, je repartage mon écran. Voilà, donc ça, c'est le Padlet, par exemple, des premières G1. S'il veut bien se charger. Dis donc, c'est un petit peu long, c'est parce que je fais la vidéo en même temps. Raison pour laquelle. Bon, en attendant que ça se charge, je vais noter des perspectives. Ok. Donc, mardi, on sera le combien mardi? On sera le 12.
12 janvier. Méthodologie de l'épreuve de fin de première. Et le vendredi 15 janvier, épreuve de 2 heures. Épreuve de 2 heures. Avec au programme chapitre 3 et chapitre. Donc le chapitre 3, c'était les défaillances du marché, et puis le chapitre 4, c'est le chapitre que l'on vient de terminer sur la socialisation. Voilà. Voilà le programme pour la semaine prochaine, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est-à-dire moi en présentiel ou moi en distanciel, vous, ça ne va rien changer, si ce n'est que je serai là physiquement ou pas là physiquement. Voilà. Voilà pour le programme. Je vais voir sur le Padlet, il me semble, donc voilà, maintenant ça a chargé. Donc SES. Ah voilà, donc je vous avais montré que vous pourrez déjà vous préparer en vous rendant sur votre manuel numérique à la page 338, dans lequel on va pouvoir vous présenter l'épreuve. D'accord? Donc allez sur le manuel numérique, page 338, si vous voulez avoir un prémisse en ce qui concerne la méthodologie de l'épreuve. On va vous la présenter, mais moi ensuite je ferai un travail sur ça mardi sans problème. Voilà. Ok, donc bah, écoutez, j'espère avoir été assez clair dans cette séance-là. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour préparer donc le devoir de la semaine prochaine. Euh, et ben, je vous souhaite un bon week-end. Et vous pouvez toujours me contacter, vous le savez, par email si vous avez des interrogations ou des questions par rapport à tout ce qui a été fait. J'y répondrai avec grand plaisir. Et ou par WhatsApp, certains ont mon numéro WhatsApp, donc vous pouvez le demander et l'utiliser pour me poser des questions diverses et variées au sujet de cette organisation-là et de ce cours-là. Ok, voilà, très très bon week-end à vous, et puis je l'espère à mardi en présentiel. Ciao, ciao.